Vous faites bien de nous retrouver au cœur de cette édition un peu plus particulière d'Appel sur le continent qui revient donc pour scruter, messieurs, mesdames, sinon le contenu des sanctions illégales imposées depuis la nuit des temps à certains États africains, même au-delà du continent africain. Ce soir, les cas de la Russie, du Mali qui sont les plus récents, mais surtout ceux du Venezuela, mais aussi du Cuba vont certainement nous permettre de mieux apprécier la trajectoire de la démarche politique imposée par les États américains aussi, ainsi que certains États européens pour mettre véritablement les économies des États qui visiblement ne s'alignent pas autour de leur démarche de recolonisation des économies, mais surtout des politiques à travers le monde entier. Pour en parler dans le cadre de cette édition d'Appel sur le continent, Bianzin Ngouti, vous êtes avec nous, activiste panafricaniste. Merci infiniment de nous retrouver le dossier vénézuélien, mais surtout cubain. Vous les connaissez mieux que quiconque. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes à nos côtés, permettez la redondance des sujets d'actualité, à savoir la Russie et le Mali. Bienvenue à vous, chers amis, bonsoir. Votre micro, s'il vous plaît, Bianzin. Désolé. Oui, bonsoir à vous, chers journalistes. Ça fait longtemps et je suis très heureux de te revoir. Et je salue aussi au passage les téléspectateurs d'Afrique Média. Je salue la communauté, le peuple africain et aussi le peuple français parce que de plus en plus nous écoutent et se conscientisent grâce aux émissions d'Afrique Média et aux prises de parole que nous faisons. Merci infiniment à vous. Il est également l'une des voix qui compte dans ce débat panafricaniste. Il est lui également activiste panafricaniste depuis Bamako. Merci infiniment de notre Issa Diawara. Bienvenue. Bonsoir Fabrice, bonsoir à mon co-panéliste Bianzin. Et je salue tous les auditeurs d'Afrique Média. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors Bianzin, nous allons rentrer de plein pied dans cette réflexion pour tenter donc de comprendre la prise des sanctions illégales contre les États souverains. Mais avant, messieurs, que de rentrer dans la thématique à proprement parler pour les cas du Venezuela, mais surtout du Cuba, il faut dire que progressivement, les États-Unis sont en train de lever le pied en ce qui concerne les sanctions imposées pour le cas de Cuba depuis 1962, à l'époque effectivement de M. Fidel Castro. Et très récemment, pour le cas du Venezuela, on a quasiment l'impression que les États-Unis, avec en tout cas l'arrivée de M. Joe Biden, les États-Unis sont en train de permettre d'assouplir un tout petit peu ce régime de sanctions qui avait été imposé sur le pétrole principalement vénézuélien au lendemain de son élection brillamment remportée en 2018. Quelle lecture on a fait d'entrée d'abord à votre niveau, très cher Bianzin? Oui, vous savez, chers journalistes, avant de faire l'émission, étant donné la thématique, j'ai eu le temps de discuter tout à l'heure au téléphone presque pendant 1 heure avec un de mes camarades qui est conseiller direct du président Maduro, et je vais vraiment vous répondre pour vous dire que au Venezuela, le gouvernement vénézuélien ne voit pas les choses de la même façon que nous. Par exemple, le gouvernement vénézuélien de la République bolivarienne ne se réjouit pas comme nous, parce que pour eux, cela ne veut pas dire que ça est que la politique de Caracas vis-à-vis de Washington changera, ou que même de Washington vis-à-vis de Caracas va changer. Il faut comprendre une chose, que la levée partiellement de ces sanctions seulement sur le pétrole vénézuélien, c'est pour permettre aux entreprises américaines de pouvoir, produire le pétrole, parce que vous savez que les sanctions contre la Russie et l'embargo décrété contre le pétrole russe causent énormément de problèmes. Donc les États-Unis, en croyant finalement sanctionner les Russes, se retrouvent avec un désastre. Voilà, ça veut dire pour eux, l'objectif c'était d'enfoncer des cailloux dans la gorge du peuple russe, sauf que ces mêmes cailloux se retrouvent maintenant dans leur propre gorge. Alors, Washington se tourne vers le Venezuela. Il y a eu des discussions avec Caracas parce que avant cette discussion, nous devons expliquer aux gens que Caracas subit plus de 530 sanctions venant des États-Unis contre le Venezuela. Et malgré cela, la banque
of America, la banque américaine, vient de publier un rapport en disant que l'économie vénézuélienne se porte à merveille. Donc, malgré les sanctions contre le Venezuela, le camarade Maduro a réussi à redresser le pays. Donc, les Américains viennent parce que les Américains ont besoin. Jusqu'à présent, les Américains ont toujours, méprisé les pays d'Amérique latine comme le Venezuela, Cuba, etc. Et subitement, maintenant, les Américains sont en train de changer leur politique vis-à-vis du Venezuela, pas parce que les Américains aiment les Vénézuéliens. Non, c'est parce que les Américains ont besoin du pétrole vénézuélien pour pouvoir s'alimenter et aider leur colonie qui est l'Europe. Donc, c'est par rapport à ça que le président vénézuélien, bien évidemment, a besoin aussi de vendre son pétrole parce que qui dit lever les sanctions contre l'entreprise, le pétrole du Venezuela, c'est aussi faire gagner de l'argent et peut-être améliorer la vie sociale des populations, parce que ce qui compte pour le président Maduro, c'est la justice sociale. Et c'est d'ailleurs pour cela que les Américains n'hésitent pas à les combattre, parce que le régime de Maduro, c'est un régime socialiste. Et ça dérange fortement les États-Unis qui ne peuvent pas aller exploiter ou piller ce pays. Donc aujourd'hui, quand on interroge, après avoir discuté avec le conseiller du président Maduro, il faut savoir que Caracas reste quand même très méfiant. Caracas reste très méfiant parce que il y a peut-être ces levées de sanctions, mais ce n'est pas seulement que pour ça. Vous savez qu'il y a l'ami proche de Maduro qui est déporté aux États-Unis. C'est un ami qui a été arrêté au Cap-Vert sur demande des Américains qui voyageaient, arrêté, déporté aux États-Unis. C'était un monsieur qui aidait énormément le Venezuela à se fournir en termes de nourriture. Donc, il semblerait aussi que derrière, la levée de sanctions contre Caracas, contre le Venezuela, le Maduro essaye aussi de profiter pour peut-être faire libérer son ami ou peut-être le faire rapatrier au Venezuela. Donc, c'est du donnant-donnant. Mais si les Américains ne veulent pas respecter cela, je peux vous garantir, c'est ce qu'il m'a fait comprendre le conseiller du président, que Caracas n'hésitera pas à claquer la porte. Et d'ailleurs, on le voit même en ce moment, le président mexicain Andrés Lopez, vous savez qu'il y a une réunion aux États-Unis où les Américains ont invité les gouvernements d'Amérique latine pour, je crois c'est un congrès. Le président mexicain a refusé de se rendre aux États-Unis par solidarité pour les autres pays qui sont exclus de cette réunion, Nicaragua, Cuba, Venezuela, etc. Par solidarité, le président mexicain a dénoncé cela et a refusé de se rendre là-bas. Et le Mexique, ce n'est pas n'importe quel pays, c'est un pays qui compte parmi les pays producteurs, les pays très émergents en termes d'économie en Amérique latine et dans le monde. Alors c'est pour vous dire que si les présidents latinos arrivent à être unis, solidaires et ne veulent pas forcément continuer à laisser les États-Unis mener cette politique de diviser pour mieux régner, cela démontre que les pays africains peuvent aussi profiter de ce moment parce que ce qui se passe en Ukraine affaiblit énormément les gouvernements occidentaux, les USA, et donc tout le monde essaye de se repositionner pour, remettre en place ses propres intérêts. Rester un temps soit peu avec vous, Béazin Ngouti, parce que vous avez d'ailleurs bien fait d'évoquer ce sommet Amérique qui est donc organisé à Los Angeles, je crois, du 6 au 10 juin prochain. Et certains pays ont donc été blacklistés. On parle quand même d'une cinquaine, je crois très bien. Mais avant peut-être que d'évoquer cela, il faut nous appesantir un temps soit peu davantage sur l'embargo sur le pétrole vénézuélien. Il faut dire qu'à l'époque, l'objectif était clair. Il fallait absolument étouffer Nicolas Maduro pour qu'il abandonnât le pouvoir. Mais ces sanctions-là n'ont pas véritablement réussi à mettre à mal son pouvoir. On a même peur ou alors envie de dire que ça a réussi à consolider davantage le pouvoir de M. Maduro, qui a réussi jusqu'à ce jour à permettre d'ailleurs à ce pays de rester debout. Il vient de nous faire comprendre que les indices qui soient macro, microéconomie de ce pays ne sont pas véritablement en lambeaux, ils sont plutôt assez reluisants, ce qui nous laisse quand même croire, Béanzin, que ces sanctions ont eu plutôt des effets contraires, du moins les effets attendus par les États-Unis ne sont pas ce que nous avons jusqu'ici.
Oui, parce que il y a l'opposition qui est de l'extrême droite, Gaïdon, qui était soutenu par les États-Unis et l'Europe. Et il faut savoir qu'au Venezuela, par exemple, le camarade Maduro possède le pouvoir politique et le pouvoir économique, c'est-à-dire l'argent du peuple vénézuélien, du Vénézuélien qui est bloqué dans le monde par les États-Unis, l'Union européenne, a été mis est mise à disposition de l'opposition. Sauf que quand vous êtes au Venezuela, pour ceux qui connaissent, parce que je connais très bien le Venezuela, ce n'est pas l'opposition qui contrôle le pays, c'est Nicolas Maduro. Ça veut dire que malgré les tentatives de coup d'État, de déstabilisation des Américains, les infiltrations depuis la Colombie, parce que la Colombie permet aussi aux États-Unis de déstabiliser ou d'essayer de déstabiliser directement le Venezuela. Malgré cela, ça n'a pas fonctionné. Et souvenez-vous aussi le coup d'État contre Evo Morales. Moi, j'étais à Caracas, j'étais au palais présidentiel ce jour-là quand le coup d'État contre Morales a été effectué. Tout cela parce que la Bolivie, par exemple, soutenait le régime de Maduro. Et donc, pour les Américains, il fallait isoler complètement le Venezuela, croyant qu'en isolant le Venezuela, Maduro allait jeter les ponts ou peut-être abandonner le pouvoir parce que l'objectif c'était de faire quitter Maduro. Ils ont essayé aussi également d'infiltrer l'armée vénézuélienne parce que vous savez, c'est surtout l'armée vénézuélienne, la milice bolivarienne qui permet aujourd'hui à Maduro d'avoir la main mise sur le pays. Ils ont essayé d'infiltrer l'armée bolivarienne. Il y a eu un moment en petit flottement, mais entre-temps, Maduro a réussi à régler les choses avec les officiers de l'armée bolivarienne. Et donc, ça a permis aussi à Maduro de se renforcer, de se sécuriser. Il y a eu les élections, plusieurs élections au Venezuela. Maduro a invité les envoyés européens, américains de venir voir eux-mêmes comment fonctionne dans le pays la démocratie participative qui n'existe pas d'ailleurs ici en France. Et donc tout ça a permis de renforcer le pouvoir de Maduro et de permettre à Maduro de mettre en place des stratégies pour renforcer l'économie. Il y a eu une redistribution des terres. Il y a plus de 3 500 000 logements sociaux depuis sous Chavez jusqu'à sous Maduro redistribué aux populations, du jamais vu dans les autres pays en Amérique latine, ça n'existe pas. Donc vraiment, il faut vraiment saluer la politique que mène Maduro pour dire que les sanctions ont plutôt aidé le régime, le Venezuela, à se renforcer, même si il y a encore une inflation dans le pays, mais cela n'empêche pas les Vénézuéliens d'être unis et d'être derrière leur président. Alors, Issa Diarra, je vous retrouve puisqu'on a clairement l'impression, si on prend le cas du Venezuela, puisque c'est le cas d'entrée, qu'il est clairement établi que les États-Unis, du moins le régime de sanctions imposé par les États-Unis, vise principalement à mettre à mal les États qui s'opposent véritablement à leurs intérêts. On aura le cas tout à l'heure du Cuba qui subit un embargo américain depuis quasiment 1962 et on connaît très bien la démarche d'un certain Fidel Castro. Mais restons sur le cas principalement du Venezuela, puisque dans la démarche états-unienne, il est désormais question de permettre clairement aux entreprises américaines qui ont droit de citer, en tout cas sur le pétrole, de pouvoir désormais aller donc travailler sur le pétrole vénézuélien qui permettra forcément de faire un tout petit peu d'entrée au sein de ces entreprises américaines. Et quand on l'a dit, on comprend clairement que la démarche américaine, elle est purement et simplement une démarche, j'ai envie de dire, nombriliste, sinon économique. Ok, merci. Merci. Vous savez, vouloir dissocier d'avoir le cas de chacun des pays, c'est une démarche que nous pouvons apprécier ici, mais moi, je ne pense pas que ce soit la bonne démarche. Vous savez, tous ces pays, les sanctions infligées à tous ces pays répondent à une seule chose. Vous avez dans le monde un bloc qui rêve d'un système hégémonique. C'est-à-dire, il y a les Américains qui tiennent à imposer leur hégémonie sur tout le monde. C'est-à-dire qu'ils rêvent, ils veulent mettre en place un monde unipolaire. Un monde unipolaire, ça montre que tout le monde va travailler pour enrichir les États-Unis. Tout le monde doit être d'accord que seul le dollar doit être une monnaie internationale. Tout le monde doit être d'accord avec tous les systèmes, tous les leviers mis en place par la politique américaine. Maintenant, s'il y a des pays qui s'opposent à cela, il y a une tendance qui a dit non à cela. Cette tendance est incarnée à l'aube de la Seconde Guerre mondiale par l'URSS à l'époque. L'URSS qui avait pour noyau la Russie.
Et cette Russie, il faut comprendre, la Russie se retrouve comme leader d'un monde qui est opposé à un monde unipolaire. Et avec la Russie, on avait assisté avec l'URSS à ce qu'on appelait le monde bipolaire. Bipolaire, c'est-à-dire soit vous êtes de la tendance des États-Unis, soit vous êtes d'une tendance qui rejette cela, et on vous met dans l'assiette, en tout cas dans les réseaux, dans les blocs dirigés par l'URSS. Que vous soyez non aligné ou pas, ce n'est pas leur problème. Si vous n'êtes pas avec les États-Unis, ce qui veut dire pour eux que vous êtes avec l'URSS. Maintenant, regardez tous les pays qu'ils sanctionnent. Ces pays ont quoi en commun? Ce sont des pays qui rejettent tous le capitalisme. C'est là le problème. Tout pays qui rejette le capitalisme devient une cible à abattre, devient un pays qu'il faut affamer, devient un pays où il faut faire introduire la guerre, devient un pays, en tout cas, qui ne doit pas faire partie des concerts des nations. La principale raison, je vois une raison idéologique et une raison des systèmes de gouvernance politique, notamment le système capitaliste. Et ceux qui rejettent le système capitaliste, à l'époque, c'était surtout le communisme, incarné par la Russie et la Chine en son temps. Maintenant, le Cuba, que vous prenez le Cuba, c'était du communisme. Vous prenez le Venezuela, c'est socialisme. Communisme, socialisme, c'est à peu près la même famille. Ça se retrouve à certains endroits. Maintenant, l'objectif de ces sanctions, c'est quoi? L'objectif, c'est de faire, pas de renverser le régime, mais de faire changer le système. Parce que leur objectif, ce n'est pas de renverser le régime pour avoir le même type de régime dans le même système. Il s'agit pour eux de renverser le régime pour apporter un autre type de système. Un système qui va correspondre à leur, notamment le capitalisme. À défaut de renverser, il faut affaiblir considérablement les régimes en place. Affaiblir, qu'est-ce que vous attendez par là? Empêcher le Venezuela peut-être d'avoir les moyens financiers d'aider un autre pays en difficulté. C'est pourquoi c'est là la question qu'il faut se poser. Est-ce le capitalisme réussit-il leur coup? Parce qu'en voulant affaiblir tous les alliés russes et en affaiblissant aussi la Russie, leur objectif premier qui est de renverser ce système, est-ce qu'ils ont atteint cet objectif? On peut dire non et on peut dire oui. Non, dans la mesure où quand ils infligent des sanctions, ces pays-là rentrent dans ce qu'on appelle la résistance. Ils ne parviennent plus à renverser le régime en place. Mais oui, pourquoi on dit oui? Oui, parce que généralement, vous allez voir que les pays résistent en ayant une guerre à l'interne. Tout le monde a vu ce qui s'est passé au Venezuela. Ce ne sont pas des Américains qui meurent, mais ce sont des fils vénézuéliens. Tout le monde voit ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Tout le monde voit ce qui se passe au Mali. Maintenant, la solution serait quoi? La solution serait que la Russie et la Chine doivent s'assumer pour empêcher ces gens-là d'atteindre quoi que ce soit. Les empêcher d'affaiblir un régime, n'importe quel régime qui leur est opposé. En quoi faisant, par exemple? La Russie et la Chine, on a vu le BRICS, un système financier, mais qui tarde à voir le jour, à être opérationnel. Il faut contrecarrer les banques mondiales, les FMI. Parce qu'on ne peut pas être allié de la Russie, de la Chine, et aller s'endetter à nouveau auprès de la Banque mondiale et du FMI. C'est du non-sens. Il faut former un bloc. Un bloc dans ce sens que, par exemple, aujourd'hui, quand ils ont infligé des sanctions au Venezuela, par exemple, le bloc de la Russie devait être à mesure de riposter ensemble, de façon collective, à infliger aussi des sanctions à tous les blocs dirigés par les Américains. L'Amérique et les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Arabie Saoudite. Il faut infliger une sanction lourde à tous leurs blocs. Mais quand le Venezuela réagit seul, ce n'est pas très efficace. Ou quand le Cuba réagit seul, mais à demi-mot, ce n'est pas efficace. Quand le Mali se sent un peu seul, c'est vrai, il y a l'assistance militaire, ce n'est pas suffisant. Dès qu'on sanctionne un des vôtres, réagissez ensemble. C'est ce qui doit se passer. Maintenant, est-ce qu'ils réussissent à sanctionner tout le monde ensemble? La réponse est non. Pourquoi ils ne réussissent pas? Leur souhait, c'est de frapper tout le bloc russe ensemble. Mais pourquoi ils ne réussissent pas à le faire? Parce que de l'autre côté, vous savez, le monde capitaliste a bâti son économie sur un système industriel très poussé. Maintenant, cette industrialisation poussée fonctionne à base de certaines ressources naturelles, de certaines matières premières.
Et leur bloc se retrouve très pauvre en cela. Vous avez l'Arabie Saoudite, qui est le premier producteur mondial du pétrole, qui produit plus de 8 millions de barils de pétrole par jour. Ce qui n'est pas suffisant. Les besoins sont énormes. On a besoin de plus de 20 millions de barils de pétrole par jour. Comment compenser le reste? Vous avez du côté du bloc de la Russie, mené par la Russie et la Chine, vous avez l'Iran, qui a à peu près la deuxième réserve mondiale du pétrole, ça varie entre l'Iran et la Russie. Vous avez l'Iran ici, qui ont la deuxième, la troisième place, et le Venezuela qui arrive au 4e rang. Donc, deuxième réserve mondiale du pétrole, troisième réserve mondiale du pétrole, 4e réserve mondiale du pétrole, sont tous des alliés de la Russie. Et ça se comprend. Et 5e, qui est l'Irak, c'est un pays fragile, qui peut varier, qui peut changer de bloc à tout moment. Donc, les États-Unis se retrouvent coupés des ressources naturelles. Donc, il est plus facile pour le bloc mené aujourd'hui par la Russie et la Chine d'imposer des sanctions qui vont empêcher même les industries du bloc capitaliste de pouvoir fonctionner. D'empêcher la France, l'Angleterre, les États-Unis, de les empêcher même de fabriquer des armes, à plus forte raison, ravitailler, faire fonctionner les bases avancées des États-Unis, notamment leurs ports avions, un peu partout dans le monde. Donc il est facile, il suffit d'une volonté. Il faut que le leadership Russie, Chine, soit un leadership fort. Si c'est fort, on va réussir à renverser la tendance. Pour finir, votre question qui portait sur le Venezuela, moi j'aimerais tout simplement que la Russie vole une fois de plus fort. C'est vrai que la Russie a été là militairement, mais de façon encore plus forte au secours du Venezuela, comme l'a fait l'Iran. N'oubliez pas que les sanctions contre le pétrole vénézuélien et iranien, c'est l'Iran qui a brisé l'embargo en faisant déplacer 5 navires iraniens remplis du pétrole iranien. Et sur les navires, ce n'était pas caché, il y avait des drapeaux iraniens qui flottaient. Et ces navires étaient escortés par des drones de combat de l'Iran. Donc ils ont défié les États-Unis jusque là-bas. C'est ce courage qu'il faut prendre. Ce n'est pas l'Iran seul qui devrait escorter ces navires. Il fallait aligner 20 navires du pétrole, briser cet embargo injuste et faire escorter ces navires par des drones, des avions de combat russes, chinois, iraniens. C'est la seule façon de réussir à mettre fin à cette histoire d'embargo qui n'a que trop duré. Nul n'a le monopole de l'embargo, mais tant qu'on va les laisser agir en bloc de façon collective sur des États de façon individuelle, prendre l'État qu'ils veulent abattre, ils tentent de l'abattre. Aujourd'hui, ils sont en train de tout mettre en œuvre pour mettre fin à toutes les sanctions contre le Venezuela, tout simplement parce qu'ils ont besoin de compenser le vide laissé par le pétrole russe. Ils ont besoin de cela. Parce que c'était précipité de lever l'embargo contre le pétrole iranien. L'Iran dit non, ce n'est pas moi que vous allez utiliser contre la Russie. Puisque l'Iran a refusé, vers qui il faut se tourner? Il n'y a que l'Iran et la Russie, pardon, il n'y a que l'Iran et le Venezuela qui puissent aujourd'hui, en matière de ressources naturelles du pétrole, compenser le marché, en tout cas le vide laissé par le marché russe. Ils sont allés vers le Qatar. Le Qatar a dit qu'il est au bout, il ne peut plus pomper davantage. Comment compenser le vide laissé par la Russie? C'est là le problème. S'ils vont vers le Venezuela, ce n'est pas parce que les Vénézuéliens sont devenus sains à leurs yeux. C'est tout simplement parce qu'ils ont besoin de faire fonctionner leur industrie, mais qu'ils sont en manque et ils ont besoin de compenser cela ailleurs. Donc il faut essayer de régler les problèmes au plus vite qu'ils ont avec le Venezuela ou qu'ils ont avec l'Iran. Voici un peu tous les problèmes. Merci. Merci à vous, Issa Diawara. Allez, Béanzon, je vous retrouve puisque Issa a véritablement mis le pied dans la fourmilière. Il est davantage question de s'opposer à des idéologies qui ne semblent pas véritablement correspondre à celles prônées par le bloc occidentalo-américain. Il a parlé davantage des idéaux communistes, comme ça d'ailleurs était le cas avec Fidel Castro, mais surtout avec le combattant Maduro du côté du Venezuela. Alors, le Venezuela.
Oui, absolument. Alors, tel qu'on est donc véritablement parti, et Issa pense véritablement que pour permettre désormais de pouvoir préserver, eh bien, cette idéologie qui a lui aussi plusieurs espaces sur le globe terrestre. Il y a la Chine, il y a plusieurs pays communistes que l'on connaît très bien. Il faille aussi que la démarche répressive, alors de répression, de réciprocité soit mise en place par ces États-là qui, à un moment donné, parfois l'impression qu'ils sont passifs quant à la démarche, à la mesure de répression imposée par le bloc occidentalo-américain. Bon, non, c'est pas du tout le cas. Par exemple, si vous prenez le cas du Venezuela, que je connais très bien, au Venezuela, il y a aussi une réciprocité vis-à-vis des États-Unis. Par exemple, vous allez au Venezuela, depuis les blocus criminels illégitimes et illégaux contre le Venezuela, le gouvernement a décrété aussi une réciprocité. Ça commence par exemple par les marques européennes. Quand vous allez au Venezuela, le Venezuela a mis en place la priorité aux marques fabriquées au Venezuela. Par exemple, ceux qui vont consommer ou acheter des produits qui sont de marques américaines, ce sont un peu plus ceux qui sont riches et qui peuvent se le permettre. Mais quand au Venezuela, vous allez voir tout de suite que les Vénézuéliens ont répondu à l'appel de Chavez et qu'en retour, eux aussi boycottent par exemple les produits, les marques américaines. Ils le font comme ils peuvent. En tout cas, ça a l'air d'avoir fonctionné. Et il y a aussi eu la nationalisation au Venezuela. Les entreprises américaines, les patrons ont déposé les clés au Venezuela. C'est ça qui a commencé. Donc la réciprocité après les sanctions, il faut savoir que le Venezuela en a mis en place. Mais malheureusement, on parle ici des États-Unis, un pays ultra-capitaliste où pour eux, c'est le néolibéralisme qui compte. Donc, moi, je pense plutôt que il faut saluer quand même, tu vois, le camarade, le président Nicolas Maduro et le peuple vénézuélien qui a quand même résisté et vaincu l'Empire. Parce que le blocus économique imposé par les États-Unis, l'Union européenne, également la France, ce sont des blocus qui sont injustes contre un pays légitime, souverain, qui refuse de voir ses richesses se faire exploiter par un autre pays. Donc, malgré ce blocus et aussi la réciprocité du gouvernement vénézuélien, il y a quand même des organismes internationaux, je répète là-dessus, qui confirment que le Venezuela se redresse économiquement et que le gouvernement vénézuélien ose même faire appliquer, la loi de la réforme agraire que Chavez avait mis en place, qui rend propriétaires leurs terres aux paysans, etc. Et que le Venezuela a mis aussi en place l'autosuffisance alimentaire. Et c'est dans ce sens-là même que notre organisation, la LDNA au Venezuela, nous avons mis aussi en place un projet d'agro-minier et que nous développons avec les paysans sur place de la communauté afro-vénézuélienne. Vous voyez, parce que le pays donne l'opportunité et malgré le blocus, les Vénézuéliens sont restés dignes. Certes, il y a eu des pertes, comme vient de le dire le camarade, c'est les Vénézuéliens qui payent le prix, mais ça n'a pas empêché ce peuple de rester solide. Et moi, c'est ça que j'admire et c'est ça qui m'inspire vraiment chez les Vénézuéliens. Parce que malgré l'Empire, la puissance de l'Empire, le Venezuela est resté debout. Et je peux vous garantir que ce n'est pas, la levée de quelques sanctions timidement de l'administration Biden pour pouvoir acheter ou produire plus de pétrole au Venezuela qui encourage Maduro. Non, la politique vénézuélienne vis-à-vis de l'Empire américain ne change pas. Pour eux, les États-Unis sont une puissance impérialiste que les Vénézuéliens idéologiquement continuent de combattre et cela ne changera pas parce que les sanctions illégales des USA et de l'UE restent quand même en place. La majorité reste en place. Ce n'est que pour le pétrole vénézuélien. Donc, malgré l'assouplissement, ça ne change pas. Je peux vous garantir que Maduro reste, imperturbable et ne veut pas céder ou brader sa politique envers les États-Unis. Et Anzen Gouti, il est clairement défini que dans le cadre de la démarche vénézuélienne,
que les États-Unis s'intéressent uniquement à la question du pétrole, quand on sait quand même qu'il y a tout un package de sanctions qui pèsent sur ces pays-là. Il est clairement défini que cela peut avoir un véritable lien avec l'actualité liée à la Russie qui l'oblige aujourd'hui à se retourner contre vents et marées ou alors contre son gré au Venezuela pour tenter effectivement de pouvoir juguler un tout petit peu ses besoins en pétrole. Oui, c'est clairement le conflit qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Ukraine qui pousse l'administration Biden à assouplir un peu les sanctions contre le Venezuela pour permettre au Venezuela d'augmenter sa production de pétrole. Mais ce n'est pas seulement le Venezuela, l'Arabie Saoudite et l'OPEP également annonce augmenter la production de son pétrole et dans le même temps, l'administration Biden, l'Union européenne et la France font des recherches dans les pays africains pour aussi permettre à d'autres pays africains de produire le pétrole et des pays qui jusqu'à présent ne produisaient pas du pétrole vont se mettre à produire du pétrole. Donc il faut comprendre que les Occidentaux sont en train de rechercher un autre moyen de comment survivre. Parce qu'ils ne disposent pas du pétrole, ni du gaz, ni de tout ça. Donc ils ont besoin d'aller le prendre chez les autres. Sauf que, puisque le Venezuela, Cuba, etc. ne sont pas, des pays africains où les États-Unis ou l'Europe peuvent envoyer une armée, des militaires pour aller s'accaparer des richesses, vous voyez qu'ils n'ont pas le choix que de négocier avec le Venezuela. Parce que si jusqu'à présent les Américains n'ont pas envahi le Venezuela militairement parlant, c'est parce que je peux vous garantir qu'au Venezuela, il y a quand même 1 million de milices bolivariennes, en plus de l'armée bolivarienne. Donc attaquer ce pays militairement, c'est quand même prendre d'énormes risques. Donc l'administration Biden a préféré étouffer le pays, faire des tentatives de coup d'État, manipuler l'opposition d'extrême droite pour essayer de renverser le président. Ça n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, pour nous, les personnes qui sont proches clairement du gouvernement vénézuélien, nous disons que l'empire américain a été vaincu. Nous disons que l'impérialisme a été vaincu parce que c'est eux maintenant qui lèvent les sanctions parce qu'ils ont besoin du pétrole vénézuélien. Et donc, jusqu'à présent, le Venezuela a tenu bon et ce sont les Américains qui reviennent vers le Venezuela. Alors, Issa Diawara, je vous retrouve puisqu'il est clairement établi, du moins, qu'il faut attendre clairement très longtemps pour revoir certainement la mise en place d'une troisième guerre mondiale. Aujourd'hui, ces organisations et ces États impérialistes semblent véritablement prôner la démarche des sanctions et donc il est clairement défini que les États qui ne vont pas clairement s'aligner, que ce soit derrière la démarche européenne ou alors américaine, doivent s'attendre impérativement à subir ces lots de sanctions. Ok, merci. Merci. Permettez-moi de vous dire que d'abord le bloc occidental n'est pas préparé à aller à une troisième guerre mondiale. Vous avez vu les experts français qui ont dit, des officiers français, qui ont dit que le nombre de missiles, par exemple, que la Russie tire sur l'Ukraine, que si le choc français allait s'épuiser en 4 jours. Pas une semaine, en 4 jours. Donc d'abord, ils ne sont pas préparés. Vous savez, les sanctions, ce sont des fuites en avant. Des fuites en avant que malheureusement, je ne comprends pas si le bloc sinon mené par la Russie et la Chine ne parvient pas à beaucoup exploiter. Si nous sommes d'accord tout de suite dans ce débat, mon frère Béanzin et moi, les camarades, c'est qu'on est tous d'accord que le bloc occidental n'a pas de ressources naturelles à la hauteur de ses ambitions. Exact. Ça montre le carburant dont ils ont besoin, mais ils ne peuvent pas en produire. L'Arabie Saoudite ne peut pas en produire. Donc de l'autre côté, vous avez l'Iran, j'ai dit l'Iran, la Russie, constitue deuxième et troisième réserve mondiale du pétrole. Et le Venezuela vient en 4e position. Vous avez ces 3 grandes puissances qui sont alignées. Donc les États-Unis ne peuvent rien tant qu'ils ne vont pas avoir dans leur camp soit le Venezuela, soit l'Iran, ou en tout cas la Russie. Là, ce n'est même pas possible. Tant qu'ils n'auront ni le Venezuela, ni l'Iran, dans leur cas, je vous donne cette garantie,
qu'ils n'oseront pas lancer une troisième guerre mondiale parce qu'ils seront à court de carburant. Parce que les chars, les avions et autres fonctionnent à base de carburant. Et ils seront en manque. Ils ne pourront pas, même si c'est à base de l'électricité. Vous allez vous constater que ceux-là, ils auront besoin de plus de l'uranium. Et l'uranium, aujourd'hui, ils sont très sceptiques. Les grandes réserves mondiales d'uranium, si vous n'avez pas le Niger, l'Iran, et le Niger, ce n'est pas sûr que ça va rester dans leur giron. Donc, ils n'ont pas de ressources naturelles à la hauteur de leurs ambitions. En tout cas, nous constatons qu'ils sont en train de conduire le monde à une troisième guerre mondiale. Mais c'est une troisième guerre mondiale à demi-mât. Ils ne vont pas jusqu'au bout. C'est du tapage. Ils n'ont pas de ressources naturelles. Ils sont pauvres, c'est moi qui vous le dis. Ils ne sont riches que parce que nous autres, nous nous laissons exploiter. C'est ça la vraie raison. Là où je vais, mon frère Béanzé peut-être n'a pas compris. Je suis d'accord avec la bravoure, la résistance du peuple vénézuélien. Autant que je suis d'accord avec la résistance du peuple malien. Autant que je salue la résistance du peuple cubain, des Iraniens, des Liban, du côté du Hezbollah, du peuple palestinien. Mais est-ce dans ce monde suffit-il de résister? Non. Il ne suffit pas de résister. La meilleure guerre là, la meilleure guerre c'est de passer à l'offensive. Il faut vivre, il faut survivre. Il faut leur montrer que nous ne sommes pas venus dans ce monde uniquement pour résister. Pendant que nous on résiste, le Venezuela est en train de voir comment payer ses fonctionnaires, comment résister à l'embargo à la fois des États-Unis, de l'Union européenne et de tous leurs blocs. Mais c'est pas normal. Il faut être en mesure, nous aussi, d'infliger des embargos à ces gens. Il faut être en mesure de leur couper de façon unanime. Que la Russie décide, à la fois avec le Venezuela, à la fois avec l'Iran, de ne plus vendre leur pétrole à un seul pays du bloc occidental, si par exemple les sanctions ne sont pas levées contre la Corée du Nord. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut passer à l'offensive. Il faut imposer la terreur à ces gens. Il ne s'agit pas d'être dans la peau du résistant. Non. Mon Dieu, qui sont-ils pour nous pousser à la résistance sans cesse? Nous aussi, nous avons le droit de passer à l'offensive. Si nous passons à l'offensive, leur modèle de gouvernance doit se disloquer, doit s'effondrer. Et je vous jure que tout de suite, vous aurez la Russie, la Chine comme les premières puissances mondiales. Vous aurez en Afrique des pays comme le Mali qui vont assumer pleinement leur leadership. Leur bloc ne tient, ce n'est pas un bloc solide. Ils ne sont forts que parce que nous autres, nous acceptons de nous laisser exploiter. Si nous mettons fin à notre exploitation et de façon commune, et nul ne réussira à mettre fin à notre exploitation de façon individuelle, ils vont toujours faire bloc contre vous. Parce qu'ils savent qu'ils sont pauvres. Ils savent ce qu'ils sont. Ils savent ce dont ils ont besoin. Et ils savent qu'ils n'ont pas les moyens de leur ambition. Ce qu'il faut faire, il faut rier chaque fois sur un pays. C'était Haro, la Corée du Nord, la guerre de Corée. C'était Haro contre le Vietnam. Les autres ont aidé le Vietnam en dessous. C'est pas comme ça. Il faut leur déclarer la guerre. Ils déclarent la guerre à l'Iran, que la Chine soit prête à leur déclarer la guerre. Ils déclarent la guerre au Mali, qui savent que nous aussi on peut déclarer la guerre. Il faut répondre à la terreur par la terreur. Nous sommes trop passifs face à ces gens. Ce qu'ils ont fait au Venezuela, ce n'est pas normal. Mais en parler ne suffit pas. Nous pouvons parler de cela pendant tout notre temps. Il s'agit de prendre conscience de notre force, que les ressources naturelles du monde sont de notre côté, que les plus grandes industries militaires se trouvent en Russie et en Chine. Il suffit d'exploiter nos potentialités, ce que nous avons comme force, pour renverser la tendance. C'est nous qui serons tout de suite des pays développés. Regardez la Corée du Nord, qui réussit à se développer seule, avec toutes les sanctions du monde, seulement avec l'aide de la Russie et de la Chine. Imaginez si la Corée du Nord bénéficiait d'une aide directement du Venezuela, de l'Iran, du Mali, de l'Algérie. Si ces pays bénéficiaient d'une aide de tous ces pays, de façon directe et affichée, mais les États-Unis n'allaient pas exister. Vous prenez chez nous au Mali, par exemple, la Corée du Nord n'a pas d'ambassade jusqu'à présent. C'est de ça qu'il s'agit. Former un bloc, mettre en place l'OTAN bis. Les alliances militaires mises en place par la Russie sont encore très fragiles. Il faut mettre en place l'OTAN bis avec comme l'article 5 de l'OTAN,
vous touchez à un seul pays de notre bloc, nous allons riposter de façon collective et de façon définitive et jusqu'au dernier homme. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on ne veut plus que les sanctions soient à une seule vitesse. Qu'uniquement soient sanctionnés les pays qui rêvent de la liberté. Qu'uniquement soient sanctionnés des peuples qui veulent vivre libres et dignes. Qu'uniquement soient sanctionnés des peuples qui rejettent l'hégémonie américaine. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut arrêter cela. Et ils ont les kilos. Aller sanctionner jusqu'à la Russie et tenter de menacer la Chine. C'est parce qu'en présent, nous ne parlons pas beaucoup d'une même voix. Il faut s'unir, comme le disait l'autre, prolétaires de tous les pays. Unissez-vous. Merci. Alors, Bianzin, il est clair pour Issa, il faudrait désormais que l'on puisse passer absolument à l'offensive, puisqu'on a clairement l'impression, ce n'est pas une impression, c'est désormais des faits que des pays sont liés les uns les autres par des accords plus ou moins définis. On parle de plusieurs organisations qui sont en train de naître. Aujourd'hui, il n'est plus question de garder cette démarche, en tout cas de vouloir résister face donc à ces sanctions-là, mais il faudrait également aller leur faire comprendre qu'il y a du répondant vers ces pays qui sont pour eux considérés comme étant des parias. Oui, chers camarades, si vous permettez, juste avant de répondre, j'aimerais envoyer un petit mot au peuple vénézuélien parce que je sais qu'après, je vais relayer cette vidéo dans les groupes au Venezuela. Donc, comme ils disent là-bas, je dis salut damos, la resistencia del pueblo venezolano, Venezuela derrotó al imperio americano gracias a su valiente presidente Nicolás Maduro. Voilà, c'est juste vraiment pour remercier la résistance de ce peuple et remercier le camarade Nicolás Maduro pour sa bravoure. Et ce que dit le camarade Issa, je suis tout à fait d'accord, mais vraiment avec lui. Mais il faut savoir une chose, c'est que, par exemple, moi, ce qui m'a frappé la première fois où j'étais au Venezuela, lors du congrès afro-descendant au Venezuela, où nous avons travaillé, j'étais avec le fils de Patrice Lumumba et que Roland Lumumba, quand j'ai pris la parole et que j'ai proposé, par exemple, en disant pourquoi le gouvernement vénézuélien ne développait pas une arme nucléaire. Pourquoi le Venezuela ne se dote pas, par exemple, de bombes nucléaires? Vous savez, j'ai vu des regards, les Vénézuéliens qui m'ont regardé bizarrement. Et après, j'ai compris pourquoi. En fait, il y a aussi ce problème au Venezuela que moi, j'ai pu remarquer, c'est que c'est un peuple qui ne veut pas, comment dire, aller à l'affrontement militaire ou directement avec les États-Unis. Le peuple vénézuélien, c'est un peuple comme c'est comme les Africains, c'est un peuple très pacifiste qui n'aime pas, au fait, chercher les problèmes aux autres. Mais on peut le voir qu'au début, par exemple, du conflit en Ukraine, le Venezuela a été le premier pays à proposer, à dire à la Russie que si il y avait une guerre militaire, le Venezuela se tenait prêt aux côtés de la Russie pour aller en guerre. Le président Maduro a été le premier à déclarer cela. Donc c'est pour vous dire que ils essayent aussi, par exemple, ensemble, le Venezuela, la Corée du Nord, Cuba, Russie, la Chine, de développer quelque chose. Mais ce n'est pas toujours facile. Et moi, j'ai l'impression que eux, ils veulent plus miser jusqu'à présent, avant ce conflit, avant les sanctions là qui pèsent encore sur la Russie, parce qu'il y avait déjà des sanctions. J'ai l'impression qu'ils ont voulu utiliser la diplomatie pour régler les problèmes. Sauf qu'on voit que la diplomatie, à un moment, a ses limites. La diplomatie a ses limites et clairement, aujourd'hui, oui, on peut le dire que la diplomatie a ses limites et qu'à un moment, il faut peut-être maintenant que ces pays, Cuba, Venezuela, Russie, l'Iran, Corée du Nord, aillent être maintenant à l'affrontement direct, peut-être avec les États-Unis et les gouvernements occidentaux, peut-être militaires, pour redessiner ce bloc, pour casser l'hégémonie que les Américains utilisent pour dominer le monde. Mais vous savez, la guerre, ça ne profite pas malheureusement au peuple, il y a toujours des pertes et donc les gouvernements aussi hésitent parce que demain, si le Venezuela part en guerre, on ne sait pas la réaction du peuple vénézuélien. Donc tout le monde essaye de mettre un pied en avant, un pied derrière, mais je suis encore une fois d'accord avec le camarade Issa que c'est parce que ces pays aussi laissent un peu
les États-Unis dominer le monde, laisse les Européens, l'Europe qui est une colonie des États-Unis, faire ce qu'il faut, et que peut-être maintenant il faut repositionner les forces, il faut clairement montrer les muscles et montrer que maintenant nous sommes capables d'attaquer, nous sommes capables de partir à l'avant et pas toujours subir, être en mode défense. Et peut-être les choses changeront. Surtout que dans le contexte ukrainien que l'on a vu, on a clairement vu un seul pays, la Russie, j'ai dit quoi, maintenir quand même ces États-là à distance. Les propos du président Vladimir Poutine ont été clairs, d'ailleurs établi des limites qu'aucun pays ne pouvait atteindre si c'était le cas. Et bien ces pays devraient être sous la coupe, en tout cas des missiles russes, ce qui laisse quand même croire qu'on a en face de nous du répondant. Et si jamais on a l'axe Russie, Chine et autres Corée, militairement c'est quand même du lourd, ce qui laisse croire que l'on peut de l'autre côté véritablement penser à une offensive pour, comme a dit d'ailleurs Béhanzin Gouti, redessiner définitivement la carte géopolitique du monde. La parole à Issa Diawara. Ok, merci. Vous savez, c'est une question de volonté politique. Et il faut que la Russie, l'Iran, le Venezuela sortent dans les calculs de qui vend le plus le pétrole. Il faut qu'on sorte de ces calculs. Il faut qu'on accepte que nul ne réussira seul face à ces gens, face à ces démons. Il faut d'abord un bloc. Il faut un bloc. Il faut comprendre que d'abord, les ressources naturelles que ces pays disposent, les ressources naturelles que nos pays disposent. Vous savez, je vais vous donner cette petite révélation. Au Mali, il vient d'être démontré que presque toutes les régions du Mali contiennent du gaz. Je comprends la tristesse peut-être des Occidentaux de passer, en tout cas, ils sont en train de voir qu'ils passent tout de suite à côté du gaz du Mali. Et hier, tout près, il y a eu la première pause de l'exploitation des lithium du Mali. Tu comprends? Le Mali doit avoir la deuxième qualité de lithium au monde, après l'Australie. Comprenez que ces gens-là, il suffit pour nous de faire une carte des ressources naturelles de nos pays. C'est-à-dire, qu'est-ce que le Cuba met sur la table? Le Venezuela. Il faut ce forum, le Mali, la Russie, la Chine, si nous sommes conscients de nos ressources. C'est-à-dire, nos ressources-là, ce sont des armes que Dieu nous a données. Ce ne sont pas des ressources artificielles. Ces ressources ne sont pas un fait de hasard. Dieu savait sans doute qu'il y aurait des peuples barbares dans ce monde, qu'il y aurait des dirigeants barbares dans ce monde, qui voudront exploiter des honnêtes citoyens. Regardez ce qu'ils font de nous. Aujourd'hui, ils ont fait de leur pays des pays industrialisés par la force de notre travail. N'oubliez pas, ce sont des esclaves qui ont été vendus. Toutes les grandes villes que vous voyez en Occident, ce sont des villes qui ont été construites par des esclavagistes. C'est notre main d'œuvre. Ce sont des esclaves qui ont travaillé gratuitement. C'est nos frères qui nous ont extraits ici, à 0 francs, avec qui ils ont construit des métaux, des chars de combat, des buildings. Ce sont nos collines qu'ils ont transformées pour avoir du ciment, mon Dieu. Tout ce qu'ils ont construit leur pays à partir des nôtres. Et résultat, c'est quoi? Nous, nos propres enfants, les enfants d'Afrique, sont des migrants chez eux. Ce sont comme des mendiants. Ce sont des gens qui vont encore travailler pour alimenter leur industrie. Au même moment, leur communiqué, c'est quoi? Quelle image ils vendent? Ils vendent l'image des pays pauvres ici, des pays surendettés. Oui, parce que nous sommes pauvres, parce qu'eux, ils viennent exploiter nos ressources. Vous allez comprendre comment? Que le Nigeria, par exemple, qui est un pays grand producteur du pétrole, ne parvient pas à raffiner son pétrole. Que les Occidentaux viennent prendre le pétrole du Nigeria. Ils partent raffiner ça chez eux et ils viennent revendre ça au prix élevé au Nigeria. Mais avec ce rythme-là, comment nous allons nous développer? Il suffit de coupler nos ressources, il suffit de nous approprier ce qui nous appartient et d'attendre tout bonnement. Ils reviendront vers nous au prix fort. Ils vont proposer autre chose. Nous-mêmes, nous allons développer nos industries. De sorte que nous deviendrons nous-mêmes des pays industrialisés. Comment vous allez comprendre qu'avec toute la quantité du pétrole que produit la Russie est classée comme un pays émergent, la Chine comme un pays émergent, que les États-Unis, des pays comme la France ou l'Angleterre,
qui sont classés au monde comme des pays développés. Mais ils ont quoi de plus que nous? Tout simplement parce qu'ils prennent nos bras valides, ils prennent nos ressources naturelles et ils savent créer des prétextes pour nous empêcher de voir ce qu'ils voient. À nous de voir plus loin que ces gens. À nos dirigeants de s'unir, de se donner la main, de comprendre qu'en réalité, le centre du monde, c'est nous. Qui contrôle les ressources naturelles doit contrôler le monde. Mais on ne peut pas contrôler les ressources naturelles et que c'est l'autre-là qui n'a rien qui soit le centre du monde. Et que c'est vers l'autre-là que nous sommes obligés d'aller pleurnicher pour avoir des cartes de séjour ou pour avoir des nationalités. Ça devait être l'inverse là. Ce sont eux qui devaient venir vers nous, retourner vers nous. Mais c'est facile. À nous de comprendre. Il suffit d'avoir des dirigeants qui sont, je ne sais pas, en avance un peu. Des dirigeants qui sont clairvoyants, qui doivent comprendre que, par exemple, Kim Jong-un, il doit avoir le courage de traverser l'océan, de traverser la Méditerranée, se rendre au Venezuela, signer un accord de défense avec Maduro, dire que dorénavant, toute attaque militaire contre le Venezuela, moi je répondrai par une attaque nucléaire. Il suffit que la Russie en fait de même, que l'Iran en fait de même. Il faut réussir d'abord à asseoir une dissuasion militaire face à ces gens. Seule la dissuasion militaire de la Russie, les armes nucléaires de la Russie, qui protègent la Russie, ne suffit pas. Il faut que la dissuasion nucléaire russe soit à mesure de protéger tous les pays qui décident de s'émerger de l'hégémonie militaire des États-Unis. Si cela est le cas, et que la Chine soit de la même danse, que nous formons cette alliance, cet accord de défense solide que nous allons mettre entre nous, ils n'oseront plus jamais de s'attaquer à un des pays. Ils n'oseraient jamais vouloir enlever Assimi Goïta peut-être de force du pouvoir. Thomas Sankara n'allait jamais être assassiné. Lumumba n'allait pas être assassiné. Laurent Gbagbo n'allait jamais se faire extraire de son palais présidentiel. Les petits du Venezuela, là, qui osent défier Maduro, ils n'allaient jamais tenter. Et le fameux Guaido, là, il n'allait jamais tenter. S'il tente, c'est parce qu'à présent, notre bloc n'est pas assez solide. Et si nous avons une dissuasion militaire solide, tout commence par là. Il n'y aura pas de dissuasion économique sans dissuasion militaire. Il faut d'abord répondre, il faut leur montrer que nous sommes plus réels qu'eux. Il faut leur montrer que nous pouvons les terroriser militairement. C'est ce qu'il faut montrer. Et de façon collective, en un seul bloc, que dorénavant plus une seule balle ne sera tirée. Regardez les pays en guerre. Uniquement sont en guerre des pays qui ne sont pas d'accord avec l'hégémonie militaire américaine. Le Liban, la Palestine, le Yémen. Hein? Ils ont tenté le Venezuela par le canal du Kiba, de l'autre là, de la Colombie, la Birmanie, le Mali. Mais attends, c'est quoi cette histoire? Uniquement sont en guerre des pays qui ne sont pas d'accord avec eux. Mais pourtant, ces pays qui ne sont pas d'accord et ont des alliés qui sont très forts. La Russie est la première puissance nucléaire au monde. Mais pourquoi osent-ils s'attaquer militairement aux alliés de la Russie? Premier point. Deuxième point, si nous avons cette dissuasion militaire et que nous sommes garantis qu'ils ne peuvent pas nous attaquer, nous allons leur imposer des sanctions économiques. On va leur interdire nos pétroles et nos gaz. Je vous donne un mois. Ils vont ramper devant nous. Un mois. Si nous parvenons à interdire de façon collective, mais pas que quand la Russie est en guerre et qu'il y a des sanctions contre le pétrole russe, c'est au même moment qu'ils tentent d'élever des sanctions contre le Venezuela pour avoir du pétrole de ce côté, ou qu'ils tentent d'élever des sanctions contre l'Iran pour avoir du pétrole de ce côté. Non, ils n'auront du pétrole nulle part. S'ils ont attaqué la Libye, c'est parce qu'à l'époque, la Libye produisait 1 200 000 barils de pétrole par jour. L'Arabie Saoudite était à 8 millions de barils par jour. C'est l'Arabie Saoudite qui a compensé la production libyenne. Et l'Arabie Saoudite a augmenté sa production à plus de 9 millions de barils de pétrole. C'est la raison pour laquelle la Libye a été attaquée sans qu'il y ait de crise de pétrole. C'est la même chose qu'ils veulent faire. Ils veulent mettre de façon définitive les sanctions contre le pétrole russe. Mais en quoi faisant? Chercher une alternative. Il n'y a aucun pays au monde, si ce n'est le Venezuela ou l'Iran, qui ne peuvent aujourd'hui substituer, être l'alternative du pétrole russe. Voici toute la raison. Est-ce qu'on va laisser faire? Qu'attendons-nous pour former un bloc solide? Qu'attendons-nous pour avoir des alliances fortes
les BRICS doivent être une réalité et non une perte de temps. Les BRICS doivent être une réalité. Ce n'est pas que des dirigeants qui rêvent, qui sont opposés à l'hégémonie américaine, qui doivent payer de leur vie. Regardez ce qu'ils ont fait du président Lula da Silva du Brésil. Tout simplement parce qu'il est de l'extrême gauche, qui ne voulait pas de la politique américaine. Regardez ce qu'ils ont fait à notre camarade, Evo Morales. C'est normal ça? Les sommets des Amériques, où les Américains, un pays membre du sommet, a le kilo d'interdire d'autres membres du sommet de participer au sommet. Ce que le Mexique a fait, c'est très salutaire. On n'a pas communiqué beaucoup là-dessus, mais c'est très salutaire. Le Mexique a tout de suite laissé les migrants marcher vers la frontière américaine. On verra si les États-Unis seuls peuvent quelque chose. Il suffit que le Mexique et d'autres pays décident de ne plus empêcher les migrants d'aller. Il suffit que la Libye, là, l'Algérie ferme les yeux et que les migrants envahissent l'Europe, on va voir, ils vont s'agenouiller tout de suite. On a tellement des armes contre ces gens qu'à nous, il suffit d'une volonté politique forte pour que nous mettons ces gens-là à genoux devant nous. Je vous assure, on peut le faire. Merci. Je crois qu'on va certainement faire un premier arrêt du côté du standard pour donner la parole aux interventions par téléphone dans le cadre de cette thématique, puisqu'on tente de comprendre cette fois-là les sanctions illégales imposées contre des États portant souverains sur le continent africain. Et bien tout à l'heure, on vous donnera la parole, très cher Béhanzin Gouti, puisque Issa Diarra pense qu'à côté de l'arme de la dissuasion économique, il faudra impérativement mettre en place une arme de dissuasion militaire pour tenter de mettre en place, mais surtout de soutenir davantage la démarche de la réciprocité au niveau des sanctions économiques. Ça sera très certainement après la parole donnée aux téléspectateurs. Le tout premier, bonsoir, bienvenue. Allô? Au téléphone, bonsoir, nous vous accueillons. Bienvenue à vous. Allô? Allô? Vous êtes en direct, nous vous écoutons. Oui, c'est Ousmane Alassane depuis le Gabon. Allô, oui? Votre réaction, Ousmane, nous vous écoutons. Vous êtes en direct depuis le Gabon, oui. C'est ça? Oui. Oui, merci. Bon, c'est-à-dire que tous les bandits, ils sont en Afrique. Aujourd'hui, quand vous voyez Afrique, ils ne peuvent pas développer. C'est à cause de monsieur, comme monsieur Issoufou. Aujourd'hui, monsieur Issoufou, jusqu'à il va dire, monsieur Issoufou, son père est burkinabé. Il s'appelle les Tawadogou. Hein? Pourquoi Issoufou, maintenant, il va aller? Pourquoi il ne peut pas à Mali? Pourquoi il ne peut pas à Guinée? Pourquoi Issoufou, aujourd'hui, il va aller à Burkina? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Aujourd'hui, quand vous voyez, nous avons des problèmes parce qu'il y a toujours des bandits. Issoufou, il a gagné, il n'a pas gagné d'élection. Il a pris, il a donné un jeep de Maroc, je ne sais pas. Hein? Il a donné un jeep de Maroc. Maintenant, il dit Issoufou qui va, et machin, il a donné des machins. Non, regarde, vous-même Africains, il faut savoir que aujourd'hui, c'est nous-mêmes, notre ennemi, il n'a pas de voix. Ce n'est même pas de France. Notre ennemi, c'est M. Issoufou, M. Ouattara, M. Macky Sall. Hein? C'est ces jeunes-là qui nous disent. C'est ces jeunes-là. Donc, vraiment, Africains, il faut changer comme mon fils, Diawara, il a dit. Parce que quand on va former personne, il ne va pas nous machin. Nous avons de tout à Afrique. Hein? Et on peut aller mendier à Europe, machin, tout ça là. Un seul jour, je vous dis que 2 mois seulement, vous allez voir que l'Européen, il va venir mendier chez nous. C'est qu'on refuse. Qu'est-ce que vous voulez? Après, il ne connaît même pas ce qu'il fait. Hein? On doit être fort, nous-mêmes. On doit être fort. Merci, au revoir. Merci. Merci à vous, très cher monsieur, pour votre contribution. La parole reste encore aux téléspectateurs qui se bousculent au standard. Bonsoir, bienvenue. Votre contribution autour de la thématique.
Vous êtes en direct, nous vous écoutons. Bienvenue. Merci de vous présenter votre contribution autour de la thématique. Oui, bonjour les amis. Je salue les frères qui sont sur le plateau. Tout à l'heure, ce que le frère Issa a dit, c'est ce que les gouvernements africains et la Russie, la Chine et l'Amérique du Sud devaient faire. Je ne sais pas pourquoi nous allons nous asseoir, les regarder se former en bloc. Mais après le bloc là se forme, c'est pour attaquer un pays. Et quand nous ne sommes pas formés en bloc, c'est très facile pour eux d'atteindre le Mali. Parce que le Mali ne forme pas de bloc avec d'autres pays. C'est très facile pour eux de mettre les sanctions sur la Russie. Donc ce que le frère a dit, il faut vraiment que les autres pays du monde qui ne sont pas dans ce bloc, qu'on appelle l'OTAN, qu'eux aussi essaient de se réunir ensemble avec les grands pays comme la Chine et la Russie à la tête. Donc, c'est tout ce que moi je voulais apporter. C'est une très bonne idée que les gouvernements commencent par travailler sur ça pour former aussi un bloc militaire en face de ce bloc de temps. Merci beaucoup. Nous qui vous remercions pour votre contribution et nous on va continuer au standard avec un autre appelant. Bonsoir, bienvenue. Allô, téléphone, bonsoir, nous vous écoutons, bienvenue à vous. Nous vous écoutons, vous êtes en direct, merci d'apporter votre contribution autour de cette thématique pour tenter de comprendre en tout cas ces sanctions illégales imposées par certains États par le bloc occidentalo-américain. Au téléphone, bonsoir, bienvenue. Allô? Vous êtes en direct sur Afrique Média, nous vous écoutons, votre contribution. Oui, c'est M. Adam Dibel. Je suis M. Adam Dibel. Depuis Cotonou. Non. Avant de réagir, merci de baisser complètement votre téléviseur à la maison pour nous permettre d'avoir une meilleure qualité d'écoute en direct au téléphone. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes en direct, nous vous écoutons. Bienvenue. Oui, en fait, c'est Alpha Bleu. J'ai dit Alpha Bleu. Alpha Bleu à tout partout. Allô? Et les Africains. Je crois qu'on va prendre un autre appelant. Il n'est pas suffisamment bien positionné, l'appelant, malheureusement, pour nous permettre de mieux apprécier sa lecture sur ces faits d'actualité. On prend une autre direction cette fois-là au téléphone. Bonsoir, bienvenue. Vous baissez complètement votre téléviseur à la maison avant de réagir avec nous. Nous vous écoutons. Bonsoir. Monsieur Ousmane de Tukoupa. Monsieur Ousmane, nous vous écoutons. Ok. Donc, il disait par rapport au bien le groupe de l'OTAN qui cherche à mettre les sanctions sur les autres pays qui ne sont pas d'accord. Bon, maintenant, si ces sanctions sont contre eux, ils reviennent vers des sanctions véritablement. Moi, je pense que quand on fait une mesure de réduction, comme par exemple la Russie, lorsqu'on avait sur son l'OTAN, si vous revenez vers nous aussi, nous décidons maintenant on va vous pour nous à la monnaie locale. Moi, je pense que d'autres pays
sont comme des ennemis de l'OTAN. Pourquoi ne pas aussi Malheureusement, nous l'avons perdu cet appel-là, mais on va continuer certainement à écouter les réactions de nombreux internautes qui veulent également apporter de leur contribution autour de cette thématique. Allez, au téléphone, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir, nous vous écoutons, bienvenue à vous. Alors, est-ce qu'il est là cet appel-là? Nous semblons l'écouter. Vous êtes en direct, allez-y, nous vous écoutons. Ne cherchez pas à vous réécouter à la maison, s'il vous plaît. Le front commun, comme la richesse de prendre que les pays préalablement décident aussi de s'attacher de manière comment je fais la par exemple, bon, on n'a pas. Toutefois, je pense qu'on peut décider notre. Pourquoi on peut. Non, je crois qu'on va l'interrompre puisque la connexion, la liaison avec cet appelant n'est pas de mise. On va prendre cette fois-là un autre appelant. Bonsoir. Est-ce qu'il y a une. Mais finalement. Bon, je ne pas le dire. Je crois qu'on va tenter d'avoir certainement un dernier appel avant de vous retrouver Béanzin Gucci pour tenter de revenir autour de cette lecture faite tout à l'heure par Issa Diawara. Au téléphone, bonsoir. Allez, on va donc vous retrouver Issa, que dis-je, Béanzin Nguchi, puisque tout à l'heure, Issa, avant de prendre effectivement la direction du téléphone, nous a clairement dit que, eh bien, pour aller donc et parvenir à la réciprocité des sanctions, il faudrait absolument avoir un instrument de dissuasion qui reste véritablement celle de l'armée qui peut également, qui pourra effectivement rivaliser d'adresse avec que ce soit l'OTAN qui semble véritablement être aujourd'hui la véritable arme de prédation mise en place par les États-Unis dans leur processus de récolonisation, en guillemets, pour ce qui est du contexte africain, mais surtout de dictat pour le reste des pays, j'ai envie de dire, hors africains. Votre micro, s'il vous plaît. Non. Ça veut dire là sur. Absolument. C'est bon? Parfait. Oui. Donc je disais une petite rectification de tout à l'heure du camarade. Le Venezuela possède une réserve prouvée de pétrole. C'est la première réserve au monde de pétrole avec 298 milliards 300 quelque chose de pétrole et la 8e en termes de gaz. Donc ce n'est pas l'Iran, mais c'est plutôt le Venezuela qui est première réserve pétrole au monde. C'est d'ailleurs pour ça que les États-Unis font la danse du ventre auprès du Venezuela. Donc moi je pense aussi que vous savez que c'est parce que le bloc Russie, Venezuela, Corée du Nord, Chine, Cuba fonctionne. C'est pour cela que les Américains, l'OTAN, n'a pas intervenu en Ukraine face à la Russie. Parce que si vous regardez, si on remarque jusqu'à présent, à chaque fois, l'OTAN n'a pas hésité à bombarder, à tuer, à détruire. Mais là, on voit que les Occidentaux, les gouvernements occidentaux sont plus dans le dialogue, dans la diplomatie. Donc, ça prouve aussi que ce bloc a quand même une puissance en face que les États-Unis et l'OTAN ne sous-estiment pas. Parce que je ne pense pas que si demain, le Mali faisait la même chose, par exemple, avec un des pays africains qui agresse le Mali et que ce pays est protégé par les Américains ou l'OTAN, je ne pense pas qu'ils hésiteront à attaquer le Mali. Mais là, si ils ne le font pas face à la Russie, militairement parlant, c'est parce qu'ils savent qu'il y a le bloc militaro, Russie, Cuba, Venezuela, Corée du Nord, qui se tient disposé à répliquer. Donc ça freine aussi les ardeurs des États-Unis, de l'OTAN, de l'Europe. Et moi, je pense que
avec ce qui se passe, ça va encore augmenter. C'est pour cela que moi, j'ai toujours prôné sur Afrique Média. Quand j'ai pris la parole, j'ai toujours dit qu'il est temps que, par exemple, le Mali signe des partenariats, des coopérations militaires, économiques avec le Venezuela, avec Cuba. Je peux même vous révéler sur Afrique Média que nous avons essayé de mettre en relation les autorités maliennes avec les autorités au Venezuela pour permettre un échange de coopération, de développer des choses. Parce qu'aujourd'hui, le Venezuela, en termes militaires, est très avancé scientifiquement, sur le plan éducatif aussi. Donc, le Mali peut bénéficier de l'expérience du Venezuela ou de Cuba. Il n'y a pas que des coopérations militaires. Et donc, je pense vraiment que les autorités maliennes, il est vraiment temps que les autorités maliennes ouvrent le bras à ces autres pays qui sont des alliés naturels. Et aussi peut-être inviter la Corée du Nord à réouvrir ou à mettre une ambassade au Mali, comme le disait le camarade Issa. Donc, il faut vraiment renforcer ce bloc. Il faut créer vraiment l'unité pour tenir face aux Américains, à l'OTAN. Parce que si les autres restent les bras croisés, je peux vous garantir que bientôt, vous verrez que, parce qu'ils ne peuvent pas faire face à la Russie militairement parlant, ils vont essayer d'aller attaquer les pays africains comme d'habitude, parce que les pays africains sont dépourvus de défense, ne possèdent pas une armée solide, et donc c'est plus facile pour eux de les attaquer. Mais si le bloc dont le camarade Issa parle se renforce militairement, est capable aussi peut-être d'être dans une réciprocité un peu plus agressive. Ouais, je pense que les choses pourront encore s'équilibrer, voire dépasser l'hégémonie américaine et des gouvernements atlantistes. C'est ça maintenant qui manque. Moi, je trouve qu'il manque un peu plus d'agressivité à la Russie et ses alliés, la Chine, Corée du Nord, etc., qui sont plutôt des pays, si vous prenez la Corée du Nord, c'est un pays qui se tient prêt, qui est prêt, qui a une haine, une rage féroce, mais vis-à-vis de l'Empire américain, qui veut faire la guerre aux Américains. Donc, voilà, nous le disons, on n'est pas pour la guerre, mais à un moment, on ne peut pas continuer à subir venant de ces personnes. Quand on n'est pas d'accord avec eux, ils viennent, ça tue, ça bombarde, ça détruit des pays. Nous avons vu les États-Unis aller détruire l'Irak en mentant. Nous avons vu les États-Unis attaquer la Syrie. Mais n'oublions pas quand même que ce pays, parce qu'on ne parle pas assez, que les États-Unis est un pays qui est construit en génocidant plus de 100 millions d'Amérindiens, sans parler de la déportation des Africains pour les mettre en esclavage aux États-Unis. Et aujourd'hui, aux États-Unis, il y a une épuration ethnique des Afro-Américains qui se déroule aux États-Unis. Donc ce pays, moi je dis, c'est un pays maudit. Quand on prend ce pays, moi ça ne me donne même pas envie d'aller aux États-Unis. Je sais que beaucoup de personnes fantasment sur les États-Unis. Moi, c'est un pays qui ne m'inspire pas, qui m'a jamais attiré. Mais on peut vraiment, si les peuples s'unissent, si les gouvernements qui veulent mettre fin à l'hégémonie américaine et de l'OTAN s'unissent, il y a moyen de renforcer, de détruire l'hégémonie américaine, parce que l'hégémonie américaine, c'est après la Deuxième Guerre mondiale que ça a commencé. La Russie a perdu plus de 27 millions d'hommes. Et donc, pendant que la Russie était occupée à se reconstruire, l'Europe se reconstruisait, les États-Unis ont profité pour prendre l'hégémonie sur le monde entier. Et c'est ça que la Russie maintenant dérange, c'est ça que la Chine dérange. Et c'est pour cela que les États-Unis, on les voit en ce moment, ils sont en train de faire la danse du ventre aux pays africains. Il y a une loi qui vient d'être votée aux États-Unis, soi-disant pour lutter contre l'influence de la Russie et les activités malveillantes de la Russie en Afrique. Et cette loi impose aux pays, au gouvernement africain de sanctionner la Russie et de sanctionner les personnes comme nous ou les médias comme Afrique Média qui prennent position, qui ne s'alignent pas sur les propagandes des Américains. Donc il y a vraiment des choses qui se passent et il faut que les Africains se réveillent. Il faut que les gouvernements africains se réveillent. S'il y a des gouvernements africains qui se réveillent maintenant, il y a moyen que ces pays puissent être libérés. Parce que le monde entier, les Occidentaux sont occupés à faire la guerre par proxy en Ukraine contre la Russie. Cela les affaiblit énormément. Et donc, pendant ce temps, nous autres, nous devons profiter pour nous sortir de leurs griffes, pour retirer leurs genoux du cou du continent africain, pour que les populations africaines maintenant puissent vivre dignement. Parce que tout ce que demandent les Africains, c'est de vivre dignement sur leur terre,
Les Africains ne demandent pas autre chose. C'est de les laisser vivre dignement, profiter de leur richesse et d'arrêter de tuer leur président quand ils ne veulent pas céder aux exigences de l'Empire occidental. Alors, je reste avec vous, Béhanzin, puisque la question d'ailleurs à laquelle je voudrais que l'on puisse apporter une réflexion est celle de savoir pourquoi est-ce que on n'a pas donc la mise en place de cette force, peut-être, passez-moi l'expression, d'interposition qui pourra visiblement être cet instrument de dissuasion, une force militaire comme celle de l'OTAN qui sera formée effectivement par les pays qui ne partagent pas cette vision et la démarche impérialiste des États-Unis avec un certain nombre de pays européens. Pourquoi c'est plus facile de faire des rapprochements, alors des blocs économiques et de ne pas en faire militairement parlant? Moi, je pense que c'est, vous savez, c'est une question peut-être de volonté. Il y a la politique, il y a la diplomatie, mais il faut maintenant se mettre d'accord. Parce que tous ces pays, malgré le fait que ces pays soient ensemble ou disposent de partenariats ou de coopération, chacun défend quand même ses propres intérêts. Maintenant, il faut réussir maintenant ensemble à se mettre ensemble et se mettre d'accord autour de quelque chose pour créer maintenant une armée, une organisation militaire comme l'OTAN de ces pays, l'élargir maintenant aux pays africains pour basculer complètement les choses. Et ça, je pense que ça doit être en préparation. C'est pour cela que si on voit la loi qui a été votée aux États-Unis, les États-Unis prévoient maintenant d'élargir l'OTAN aux pays africains. Et qui dit élargir l'OTAN aux pays africains veut dire que imposer l'OTAN à ces pays. Et si ces pays rentrent dans l'OTAN, nous savons immédiatement ce que les États-Unis maintenant essayent de faire. Donc avant que ce projet ne soit, comment dire, complètement appliqué, il est peut-être temps que ces pays, la Chine, la Russie, l'Iran, le Venezuela, Cuba et d'autres pays jusqu'à présent qu'on n'entend pas, puissent se mettre ensemble et créer une organisation militaire, parce qu'aujourd'hui, la Russie peut prendre la tête de cette organisation, étant donné que la Russie est la première puissance nucléaire, et en deuxième position la Chine, troisième position la Corée du Nord, et maintenant les autres pays pourront suivre. Il y a déjà, je pense, une organisation militaire au sein des pays, les anciens pays les pays de l'Est, les pays du RSS. Je pense qu'il y a déjà une organisation créée par la Russie militairement, mais là il faut maintenant une organisation intercontinentale qui puisse unir, lier ces pays qui subissent tout le temps les agressions de l'Empire occidental et de l'Empire américain. Et ça, c'est aussi notre travail. Peut-être il faut qu'on pousse, il faut qu'on informe, il faut qu'on exige, il faut qu'on en parle, et peut-être que ils vont le mettre en place, qui sait. Alors, Issa Diarra, je reviens à vous, puisqu'on a d'ailleurs la mise en place du BRICS qui est juste ce véritable grand marché qui permettrait certainement au Brésil, à la Russie, à l'Inde de pouvoir, mais surtout à l'Afrique du Sud, effectivement, de pouvoir commercer, mais on n'a pas encore une véritable force militaire qui puisse, elle également, faire face à l'OTAN aujourd'hui, qui, comme l'a d'ailleurs dit Béhanzin Bouti, veut désormais ouvrir véritablement son influence sur le continent africain en demandant ou alors en imposant clairement aux États africains de pouvoir rejoindre cette organisation, ce qui pourrait permettre à l'OTAN aujourd'hui de pouvoir intervenir partout sur le continent africain. Donc il est clair que à la démarche américaine, il faudra absolument une force d'interposition qui puisse prendre en compte tous ces pays qui ne s'alignent pas autour de la politique impérialiste américaine. Ok, merci. D'abord, je dis merci au camarade Béhanzin d'avoir rappelé les classements. Parce que les classements que j'ai là, vous savez, c'est l'OTAN même qui fait tous ces classements. Et qui en tout cas, ce sont des vrais menteurs, il ne faut pas oublier. Maintenant, quand vous savez, c'est bon, c'est bien ce que vous dites. C'est bien. Si on doit avoir une armée pour protéger, vous avez été à l'école fondamentale, chacun de nous a fait l'école fondamentale. Vous avez à l'école primaire ce qui se passe souvent, et vous pouvez avoir un papa qui soit riche, vous pouvez amener tous les objets dans votre sac à l'école, mais souvent il y a un costaud là, qui va vous prendre tous vos biscuits, tous vos bonbons.
chacun de nous se souvient un peu de cette histoire. C'est-à-dire, quel qu'en soit le développement économique que nous, on va asseoir ici, si nous n'avons pas les moyens de nous protéger, comme ces fils à papa qui partent à l'école et qui ne peut pas protéger ces biscuits-là, le fils du président va venir prendre tous ces biscuits parce qu'il est fort, il a les muscles. C'est ce qui va arriver. Tout simplement parce que le bloc du mal, là, les terroristes, là, le bloc occidental, ce qu'ils ont mis en place, ils sont dotés d'une armée qui n'est pas forte que toutes les armées du monde. Mais c'est parce qu'ils ont mis en place une forte alliance militaire. C'est ce que je disais. Si la Russie et la Chine, les deux pays seulement coalisés, seront plus puissants que tout l'OTAN réuni. À plus forte raison, si vous ajoutez l'Iran et la Corée du Nord, il faut formaliser des alliances militaires fortes. Mais quel qu'en soit ce que nous, on peut avoir comme développement, quoi que nous pouvons avoir comme ressources, si vous n'avez pas les muscles pour protéger vos ressources, mais ces voyous-là viendront prendre vos ressources. C'est ce qui nous arrive. Et quand vous n'êtes pas d'accord, ils vous assassinent, ils marchent sur votre corps et ils vont extraire tout ce dont ils ont besoin et ils vont apporter l'homme qu'ils veulent et le mettre à la tête de vos États. Pour la petite histoire, je vais vous dire un chiffre. 1700 membres du Congrès américain, en moins de 2 siècles, ont été esclavagistes. Je dis bien 1700 membres. Donc ne soyez pas surpris de la loi que le Congrès américain vient de voter pour combattre tous les pays qui vont s'opposer à l'hégémonie américaine. 1700 membres du Congrès américain ont été des esclavagistes. Et 12 des 18 premiers présidents des États-Unis ont été des esclavagistes. 8 ont été des propriétaires d'esclaves pendant qu'ils étaient à la Maison Blanche, comme président des États-Unis, au rang desquels Andrew Johnson, au rang desquels Jefferson Davis. Donc ces gens-là, ce sont des sanguinaires, des barbares, je vous l'ai dit. Ils sont derrière des masques humains. Il n'y a que de la terreur qui puisse les faire reculer. Si la Corée du Nord là, ne faisait pas des essais nucléaires, vous ne pensez pas qu'ils allaient envahir déjà la Corée du Nord? Qu'est-ce que l'Afrique attend pour mettre en place un moyen pour se doter des armes nucléaires du moment que nous avons suffisamment d'uranium? Le Mali en a, le Niger en a. Qu'est-ce que nous attendons? Si nous avons l'arme nucléaire, vous pensez qu'ils vont pointer leur nez ici? Mais ils ont peur de la mort. Hein? Vous savez, c'est les terroristes, ils leur font, non? Quand ils disent Allah Akbar, ils se mettent à courir partout là. Ils ont peur de mourir. Hein? Ils ne sont pas aussi garçons comme vous pensez. Ce ne sont pas des garçons pilés. Ils ont peur de mourir. Mais c'est parce que nous autres, ils ont réussi à nous terroriser, à faire croire à nos marionnettes chefs d'État que si vous n'êtes pas avec eux, ils vont vous massacrer. Parce que nous aussi, regardez quels sont les hommes qu'ils amènent à la tête de nos États. Des hommes qui ont le goût du luxe. Des hommes qui aiment aller se promener au niveau de Tour Eiffel. Des hommes qui aiment aller, je ne sais pas, au niveau de Bercy. Mais des gens comme le colonel Assimi Goïta. Lui, il s'en fout de l'Europe. Il s'en fout. Même s'il lui offre un billet en or, il ne va jamais partir. Il s'en fout, hein. Je vous dis, c'est quelqu'un qui vit dans une maison à peu près comme moi, ma maison ici, là. Ce ne sont pas des gens qui ont du goût de luxe. C'est quelqu'un qui circule dans une véhicule, dans un véhicule Hilux, Toyota 4x4, double cabine. C'est dans ça qu'il circule. Il n'est pas dans une Toyota V8. Voici des gens. Il faut des dirigeants africains qui sont pas mourir à être des martyrs. Il le faut. Maintenant, il y a des étapes. Il y a des étapes. Si nous voulons être libres, nous voulons commercer comme vous le dites, nous voulons avoir cette politique de défense commune, qu'est-ce qu'il faut faire? Préalablement, d'abord, chacun doit balayer devant sa maison. Chacun doit balayer dans sa cour. Il faut que le Mali aide nos autres frères, nos autres peuples qui sont pris en otage. Il faut que nous les aidons à avoir d'autres Assimi Goïta chez eux. Nous, on ne doit pas nous limiter à nous-mêmes. Le poids serait très lourd sur nous. Le Mali seul. Comprenez-vous? Si au Niger, au Sénégal, au Burkina, on avait des gens de trempe de colonel Assimi Goïta, est-ce qu'il y aurait eu des sanctions ici? Non. Parce que leur objectif, c'est quoi? Ce n'est pas que de renverser des systèmes. Je vais vous faire donner un petit schéma, vous allez comprendre, en français facile. Comparez la Russie au côté peut-être de l'Angleterre ou du Canada. Ils font croire que chez eux, ils ont des gros salaires, ils ont des pays développés. Donc, il faut casser le modèle de tous les pays qui ne reconnaissent pas l'hégémonie militaire, l'hégémonie américaine. Comparez le Venezuela aux côtés de la Colombie. Vous avez vu lors de la crise vénézuélienne, un pays ultra riche,
Mais ils ont tout fait pour que les Vénézuéliens puissent se déplacer vers la Colombie et le Brésil. Pendant que c'est le Venezuela, merci pour le classement, Béancé. Le Venezuela, première réserve mondiale du pétrole. Comment vous allez comprendre ça? Ça devait être l'inverse, c'était des Colombiens qui doivent venir vers le Venezuela. Ils vous mettent dans une posture de résistance. Ils vous mettent dans une posture où vous n'avez plus le temps d'investir dans suffisamment d'infrastructures pour les dépasser. Donc ils veulent faire chaque fois des pays qui leur sont opposés un cas d'école. Ils vont mettre le Mali dans cette posture de résistance, de sorte que le Mali, que Bamako ne soit pas comparable par rapport à Abidjan par exemple. Ils sont dans ça, ils sont dans le matériel. Et les Noirs ne comprennent pas cela. Ils oublient que ceux qui ont fait l'histoire de l'Afrique, les Sundiata Keita, les Chaka Zulu, n'ont jamais dormi, en tout cas dans des immeubles ou dans des buildings. Pourtant, ce sont des hommes respectés. Ensuite, regardez, comparez Kigali à Kinshasa. Aujourd'hui, ils poussent le Rwanda, leur petit Israël, à envahir la RD Congo. Ce grand pays qui a toutes les ressources du monde. Mais mon Dieu, regardez comment vivent les Congolais. Et regardez ce qu'ils font du Rwanda. Ils pillent les Congolais pour enrichir le Rwanda. De la même façon, la France nous pille. La France à peu près troisième, je ne sais pas, et réserve, en tout cas, à plus d'or, et troisième, je ne sais pas, et garantie d'or au monde, à tellement d'or, la France n'a pas un seul gramme d'or au niveau de son sang, mais ça vient de chez nous. Et nous sommes obligés de traverser la Méditerranée pour aller chercher ce qu'ils ont fait de notre or. C'est ce qui se passe. Regardez, pardon, l'Iran aux côtés de l'Arabie Saoudite, c'est ce qu'ils font. Des Iraniens qui résistent sans cesse. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas renverser l'Iran et qu'ils ne pourront pas combattre l'Iran militairement. Mais ils vont faire de l'Iran de sorte que d'autres pays ne puissent pas envier l'Iran. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Mais regardez le Yémen, comparez le Yémen aux pays du Golfe, les Émirats Arabes Unis, Dubaï. Ça ne vous dit rien. Mais pourtant, c'est le pétrole yéménite qui est détourné. C'est vrai, les Émirats ont du pétrole, mais à quoi sert le pétrole yéménite? Tout le monde sait que la localité de Marib au Yémen, c'est une localité qui est regorgée du pétrole. Mais à quoi cela sert? Voici un peu ce qu'ils font. Ils savent que nous sommes sur l'état des ressources naturelles. Mais puisque, comme à l'école primaire, tu n'as pas suffisamment de muscles pour protéger ce que tu as dans ton sac, voici quelqu'un qui vient voler. Il vient voler, ce sont des voleurs tout simplement des pierres. Et ils ont mis en place des alliances qui puissent empêcher toute émergence. Ce n'est pas gratuit que quand ils ont colonisé l'Afrique, vous savez en Afrique, quand ils ont colonisé l'Afrique, ils ont fait la table rase. Ils ont détruit même nos cultures. Empêcher les Noirs de réfléchir par lui-même. C'est ce qu'ils ont fait. Empêcher les Noirs de prendre conscience que les Noirs se glorifient d'avoir bénéficié d'une bourse d'études sur Paris ou bien sur Londres. Allez devenir leur modèle pour revenir les aider encore à piller l'Afrique à leur profit. Voici ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, comment réussir cela? Et c'est simple. Il faut que nous, il ne faut pas qu'Assimi Goïta soit peut-être comme Sangara. Sangara avait épousé l'idée quand Sankara avait dit que le pays, il vient le 11 septembre 1900, Sangara, quand il a déclaré que les pays à nos frontières ont besoin d'une révolution des peuples. Ça veut dire quoi? Il voulait renverser tous ces gens et apporter des Sankara à la tête de tous ces pays. C'est là que vous avez eu à son temps le complot du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Togo pour envahir le Burkina. C'est là qu'il y a eu la guerre Mali-Burkina. Et que le Burkina était prêt à se submerger. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, à nous de comprendre, à Assimi Goïta, d'être très stratège, d'être très malin, que Damimba se réveille, qu'il arrête de jouer au double jeu. Nous avons cette occasion alors. Jamais l'Afrique n'a eu une telle opportunité où il y a 3 coups d'État qui sont suivis à la fois des pays qui sont frontaliers, des pays qui veulent tous émerger de la France. Que Damimba et Doumbia de la Guinée acceptent de jouer à un franchise. Ces 3 pays suffisent pour contaminer toute l'Afrique de l'Ouest. Le Togo et d'autres pays n'attendent que notre signalement. Le sommet de la CEDEAO, 9 pays ont soutenu la position du Mali contre 3. Qu'est-ce qu'on attend d'autre? Il faut un courage politique. Il faut transformer d'autres pays. Il faut créer des Assimi Goïta à la tête de chaque État africain. Si nous avons la majorité, on va envoyer sur il le faut d'autres pays. S'ils ne le veulent pas, on va finir avec leurs dirigeants. Parce que l'Afrique doit asseoir sa propre dissuasion. Et c'est là qui va nous couvrir.
comme en guerre. Nous avons besoin du veto de la Russie pour nous couvrir de cela. Nous avons besoin du veto de la Chine. Et c'est nous qui sommes les propriétaires des ressources naturelles. Si nous réussissons cette politique de la défense, dites-vous que nous allons nous émerger. Je ne dis pas 10 ans, je vous donne 5 ans. 5 ans. Les autres industries, là, les pays industrialisés vont tous tomber. Ils vont venir émigrer vers nous. Et nous savons les cartes de séjour qu'on va les infliger. Nous savons ce qu'on va imposer comme visa. Nous savons comment ils vont traverser la Méditerranée, ils vont tomber à l'eau. C'est possible. Rien n'est impossible dans ce monde. Qui veut payer? C'est une question de volonté politique. Mais tant que nous aurons majoritairement des dirigeants qui sont à leur solde, qui comploteront à faire affamer des pays qui veulent être libres, qui comploteront à vouloir faire assassiner des présidents qui veulent s'affranchir de l'esclavage, on ne va pas avancer. Il faut que les autres esclaves acceptent de ne plus vouloir être esclaves. Que les autres esclaves, même s'ils veulent rester esclaves, qu'ils ne complotent pas contre leur frère qui est en train de sortir de l'esclavage pour l'assassiner et asseoir à jamais son pays à nouveau dans l'esclavage. Voici ce qu'il nous faut. Merci. Diawara Béhanzon, je vous retrouve parce que il est clairement défini que la démarche autour des sanctions illégales, cette démarche-là doit prendre très clairement des proportions assez intéressantes dans les années qui vont suivre. Tout à l'heure, on a d'ailleurs apporté cette précision sur les 25 dernières années. Bien, les États-Unis, elles seules ont réussi à sanctionner près de 80 États. Sauf que dans la prochaine démarche, et d'ailleurs dans cette loi qui est désormais mise en application au niveau des États-Unis, à côté des États africains, eh bien, les États-Unis veulent cette fois-là cibler de manière beaucoup plus individuelle, même si c'est déjà le cas. Eh bien, les individus pris de manière individuelle, passez-moi l'expression, ce qu'il est clair désormais que la bagatelle de sanctions risque désormais de sanctionner tout le monde, les secteurs économiques, médiatiques, le milieu des affaires, pour véritablement imposer leur dictat auprès des États qui ne souhaitent pas s'aligner clairement et proprement auprès de leur démarche impérialiste. Et d'ailleurs, Issa le dit donc clairement, il n'est plus question de continuer à jouer effectivement la politique de l'autruche. Il faut s'affirmer, il faut aller cette fois-là à visage découvert pour faire entendre et comprendre la démarche, mais surtout la position claire du continent africain, puisqu'il s'agit de lui dont nous voulons en parler dans ce cas. Oui, effectivement, le camarade Issa a raison. Et moi, je dirais même que la politique est un rapport de force qu'il est temps que les Africains maîtrisent. Parce qu'on le voit avec la Corée du Nord, qui fait des essais nucléaires, des essais de missiles tous les jours, et tout le monde observe, mais personne n'ose attaquer. Maintenant, ce que les États-Unis sont en train de faire, ça doit alerter les Africains pour que les Africains comprennent que nous ne sommes plus en guerre. Nous ne luttons plus seulement contre le gouvernement français, mais aussi contre l'OTAN et contre les États-Unis. Parce que si on prend déjà les sanctions économiques illégales, illégitimes et criminelles infligées aux pays souverains comme le Mali, Russie, Cuba, Venezuela, etc., c'est toujours par les mêmes gouvernements impérialistes, atlantistes, qui sont pour la plupart membres de l'OTAN ou qui sont des colonies américaines. La France, les gouvernements européens, etc. Et ce sont ces mêmes gouvernements qui exploitent l'Afrique ou l'Amérique latine par le néocolonialisme, qui est pire que la colonisation, parce qu'au moins, la colonisation, on voit directement les choses. Le néocolonialisme, c'est de la fourberie. On ne voit pas. On vous dit non, nous ne sommes pas là, mais ils sont là. Et ce sont les mêmes aussi qui sont partis détruire la Syrie, qui ont détruit la Libye, qui ont détruit la Centrafrique et qui continuent de génocider à travers le monde, de créer le chaos, de manager des groupes armés, le terrorisme, pour pouvoir asseoir leur propre hégémonie. Et donc, nous, les autres peuples, les autres pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont toujours dans la défense. Et on voit maintenant que le Congrès américain se lève et va pondre une loi pour sanctionner pas seulement des entreprises, pas seulement des médias, mais sanctionner aussi des personnes comme nous, c'est-à-dire des panafricanistes, des activistes, des journalistes qui ne veulent pas s'aligner sur leur doctrine, sur leur vision mortifère, sur leur façon
de procéder. Ils veulent maintenant les sanctionner. Et ces sanctions-là, on sait, connaissant les États-Unis et leurs méthodes pas très catholiques, qu'ils seront capables et ils vont tuer. Et quand moi j'ai lu, il y a 2 semaines également, j'ai lu dans la presse que le gouvernement français accuse Afrique Média, accuse des panafricanistes d'être financés par la Russie et que le gouvernement français préparerait aussi des ripostes. Alors c'est quoi ce riposte-là que prépare le gouvernement français? Si ce n'est sûrement faire voter une loi quasiment pareille que le Congrès américain pour essayer de nous étouffer, peut-être pour nous traduire devant la justice, nous traquer ou donner peut-être l'ordre aux services français de faire des assassinats ciblés dans l'ombre. Donc, nous sommes dans une guerre aujourd'hui où nous avons compris que l'impérialisme devient féroce parce que l'impérialisme a été touché. Et quand l'impérialisme est féroce, souvent c'est parce qu'il est touché. Donc nous, il faut aussi qu'on se protège. Il faut aussi que les populations africaines puissent commencer. Il faut accélérer la prise de conscience politique aux populations africaines. Parce que en face de nous, eux, les gouvernements occidentaux, les États-Unis utilisent la géopolitique de l'émotion pour envahir des pays pour leur richesse au nom de la démocratie occidentale ou de la lutte contre le terrorisme. Parce que là, pour occuper l'Afrique, pour aller envahir l'Afrique maintenant, ils parlent d'aller aider les Africains à lutter contre le terrorisme. Pour venir coloniser l'Afrique, c'était quoi l'excuse? C'était pour venir civiliser les Africains. Pour esclavagiser l'Afrique, c'était quoi l'excuse? C'est parce que l'Afrique, les Africains sont des sauvages. Vous voyez, ces personnes, c'est pour ça que je dis que l'ADN des gouvernements occidentaux, européens, ils ont des ADN hypocrites et criminels. Il faut le comprendre qu'on a affaire à des gens, à des gouvernements qui sont des gouvernements de tueurs, de criminels, qui n'hésitent pas à tuer pour leurs propres intérêts. Là où nous sommes en train de parler, si on regarde bien, les États-Unis, la France, l'Europe, la Grande-Bretagne sont déjà en train de tuer pour leurs descendants qui arrivent en 2060, pour préserver l'intérêt de leurs descendants. C'est quoi le projet des Africains? Les Africains, c'est pour créer des pas de danse, c'est pour danser, c'est pour boire la bière. On ne se soucie pas, on ne voit pas le monde loin. Nous, pour l'Africain, c'est tous les jours. Tant que l'Africain se lève, c'est là où il pense à ce qu'il doit faire. Mais l'Africain n'arrive pas à se projeter, dans l'avenir. En 2100, qu'est-ce que le continent africain va devenir? On voit qu'il y a des problèmes, par exemple, de réchauffement climatique. Quand on prend les gouvernements africains, est-ce qu'ils mettent en place une politique éco-politique sur le continent africain pour permettre aux populations de survivre? Moi, j'étais au Mali, mais quand tu es dans les embouteillages, tu ne peux plus respirer parce que l'essence utilisée, par exemple, au Mali, que Total vend aux populations maliennes, c'est l'essence qui est toxique, avec des produits toxiques. Alors, imaginez le nombre de Maliens qui meurent chaque année à cause de cette pollution. Voici maintenant, voilà des thèmes, des thématiques, des choses qu'il faut travailler, qu'il faut préparer. Bah non, nos gouvernements, eux, ils ne se soucient guère de ça. Ils vont en Russie pour aller quémander à manger, là où Poutine faisait comprendre, mais il faut s'unir pour lutter contre l'impérialisme occidental. On voit nos dirigeants que eux, ils vont quémander du blé, alors que l'Afrique possède les terres cultivables au monde où on peut cultiver du blé. Alors, vous voyez, c'est ça le problème aujourd'hui. Qu'est-ce que veulent l'Afrique? Qu'est-ce que veulent les gouvernements occidentaux? Qu'est-ce que demandent les peuples d'Afrique? Il faut aussi peut-être maintenant demander aux populations quel est le souhait des populations. Parce qu'on ne peut pas continuer à subir. On nous marche dessus, on nous pisse dessus, on nous crache dessus. Nous sommes martyrisés, nous sommes maltraités partout. Et on continue à chaque fois de dire il faut attendre qu'ils nous agressent pour répliquer. Il faut attendre qu'ils nous agressent pour être dans la réciprocité. Moi, à un moment, je dis aux Africains, avec des lois qu'ils votent comme ça au Congrès américain pour lutter contre l'Afrique. Parce que c'est avec cette loi, c'est pour mettre l'Afrique encore dans la colonisation. Ça veut dire que là, les États-Unis vont maintenant s'installer pour de bon, pour de vrai, officiellement, devant les yeux du peuple africain pour occuper l'Afrique. Parce qu'ils l'ont dit, l'objectif avec cette loi, c'est de pouvoir installer des bases militaires, influencer l'opinion publique des Africains sur leur choix de vote, financer, détourner, ça veut dire détruire
nos confréries traditionnelles, nos valeurs, nos principes. Aujourd'hui, tout ça, ils attaquent cela. Et l'Africain est là, continue d'attendre. Parce que moi, je vais vous dire une chose. L'élite anglo-saxonne qui dirige l'élite française, il ne faut pas oublier que tout ce que nous subissons, tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est à cause de la reine d'Angleterre et du Vatican. On n'en parle pas assez, mais c'est le Vatican et la Grande-Bretagne, la monarchie britannique, c'est eux qui dirigent tout ce que nous subissons aujourd'hui. Parce que la finance, c'est qui? Ce sont eux. Donc, les États-Unis ne font pas ça pour eux, mais pour l'élite anglo-saxonne qui dirige l'élite européenne et française. Donc, les Africains doivent se lever. Et je dis aux Africains, pour finir, levez-vous. Quand quelqu'un vient pour vous tuer, levez-vous et tuez-le en premier. Arrêtez d'être miséricordieux avec vos ennemis, sinon nous allons disparaître de la surface de la terre alors que nous sommes les plus nombreux. Merci infiniment à vous, Béhanzin Ngouti. Merci à Issa Diawara. Le temps à nous imparti est largement dépassé. Malheureusement, on n'a pas pu contourner toute cette grosse thématique. On y reviendra très certainement pour comprendre peut-être un autre volet, celui de la nationalisation donc de nos entreprises sur le continent africain qui semble être encore des véritables sociétés qui, du moins des véritables espaces donc viennent désormais occuper cette puissance impérialiste qui met à mal nos économies. Merci à vous, messieurs, de nous avoir suivis en rang serré le temps de cette édition d'Appel sur le continent. Un bravo spécial à nos équipes techniques qui nous ont accompagnés. Une autour de Nathan. Merci à vous. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition d'Appel sur le continent, toujours en direct sur Afrique Média Télévision.